Alors si je vous propose aujourd'hui de remonter au XVIe siècle, c'est la question que la question de ce que la faim irrépressible fait à l'homme et au lien social y a été soulevée avec une acuité particulière. Au-delà des disettes récurrentes, la faim est utilisée durant les guerres de religion comme une arme militaire pour faire tomber des places fortes dans des sièges sans pitié dont se font écho des auteurs protestants. Le soldat-poète d'Aubigné d'abord, et puis après le poète baroque, avant le poète baroque, les ravages de la faim sont restitués par un autre humaniste réformé, Jean de Léry. Ce dernier opte pour la prose et le récit factuel plutôt que pour le lyrisme épique. Les deux textes exceptionnels que sont l'histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil et l'histoire mémorable du siège de Sancerre méritent d'être convoqués dans le débat pour plus d'une raison. Ce sont à la fois des témoignages de première main, étape par étape, qui suivent donc la manière dont la pénurie altère le sujet et met gravement en péril les solidarités, et des représentations littéraires appréhendant ces phénomènes idéologiques et culturels, donc avec des repères en prise avec les nôtres, mais cependant différents. Pour le dire en deux mots, le portrait de l'homme affamé, au visage livide, à l'œil cave, repris à Ovide, y est indissociable d'une interrogation métaphysique sur les rapports entre Dieu et les humains, et par ailleurs, ce discours ne s'adresse pas à un public global, mais à un public communautaire, alors que l'espace public est alors inexistant. Ce sont là deux grandes différences à garder à l'esprit pour qui est plus familier des récits du XXe siècle, sécularisés et à visée universaliste, comme les poignants témoignages sur les effets du plan famine amenant à bloquer Leningrad pendant 3 interminables années, ou sur les mesures d'affamement appliquées dans les camps d'internement français et les ghettos polonais. Dans sa vie d'homme, Jean de Léry, né en 1534, a été 2 fois éprouvé par des privations radicales dans des circonstances différentes. Alors d'abord, en 1556, jeune étudiant en théologie auprès de Jean Calvin à Genève, il s'embarque à Honfleur pour aller augmenter la petite colonie française protestante de l'île Coligny dans la baie de Guanabara, Rio de Janeiro. L'installation, en mars 1557, ne se passe pas comme prévu. L'instable amiral Nicolas Durand de Villegagnon a changé d'orientation religieuse au moment de l'arrivée du convoi. Le différend d'ordre théologique s'envenime autour de la scène, un point de doctrine particulièrement sensible dans un environnement où l'anthropophagie est pratiquée. Dans l'Eucharistie, la consommation du corps du Christ à la messe est-elle réelle, position catholique, ou symbolique, thèse calviniste? Tenant maintenant pour le strict dogme catholique, après avoir été protestant, l'autoritaire gouverneur du refuge ne laisse d'autre choix à Léry que de quitter le fort avec quelques compagnons. Le voyageur doit donc demander l'hospitalité aux tribus locales, les redoutables Tupinamba, connus pour leurs mœurs guerrières et pour leurs pratiques rituelles cannibales. Et à sa grande surprise, les sauvages se révèlent moins inhumains que le Rex Americae, le roi d'Amérique. Et cette fréquentation, pendant plusieurs mois des Amérindiens, va changer pour toujours sa vision du monde. C'est lors du trajet retour vers la France que le malheureux Léry subit les insoutenables tourments de la malrage de la faim. Entre janvier et mai 1558, à 24 ans, sur un navire normand en mauvais état, le Jacques, il dépérit dans une traversée rallongée par les avaries matérielles, les mauvaises conditions climatiques, les erreurs de navigation. Le dernier chapitre de l'histoire d'un voyage fait la chronique de ces 4 mois assombris par l'extrême famine, tourmente et autres dangers, avant l'arrivée presque inespérée en baie d'Audierne en mai 1558. La seconde expérience intervient bien plus tard, à 15 ans d'écart,
quand les guerres civiles font rage dans le royaume de France. L'élimination des chefs huguenots à Paris lors de la sanglante nuit du 24 août 1572 a donné le coup d'envoi à un déchaînement populaire, à une tuerie de masse dans la capitale, puis à une extension des violences en province jusqu'à l'automne. À maintenant 38 ans, Léry est pasteur depuis 10 ans. Il est ministre du culte à la Charité-sur-Loire, place de sûreté protestante située dans l'Orléanais. En cette fin d'été 1572, des huguenots sont assassinés, jetés dans la Loire sans autre forme de procès. Dans le bourg même de la Charité-sur-Loire, je cite, 18 ou 20 personnes de la religion sont massacrées par la soldatesque italienne du duc de Nevers d'une rage furieuse et plus que barbare, relate l'ancien voyageur. Lui-même échappe miraculeusement aux massacres, pilleries, violences et outrages faits à la Charité, parce qu'il a l'initiative de se réfugier avec une poignée de coreligionnaires dans la rebelle Sancerre à proximité. Mais Sancerre ne tarde pas à subir une attaque royale, le 20 mars 1573, qui échoue. Comme on n'arrive pas à prendre la citadelle, on l'affamera, comme cela avait déjà été le cas 4 ans auparavant. On fait murer les murs de la ville, les portes de la ville par dehors. De mars à l'été 1573, un rigoureux blocus est imposé à 3000 personnes, dont 800 soldats. Le gouverneur catholique du Berry, Claude de la Chartre, n'a pas d'état d'âme. Il a pour mission de reprendre Sancerre coûte que coûte. À l'intérieur des remparts, la situation devient vite intenable. Ce n'est pas l'artillerie qui tue, mais bien la faim, responsable de la mort de la moitié de la population, en à peine 2 mois. Enfermé dans une petite ville qui n'est qu'une poignée de maisons, agonisant de mâle famine, le pasteur Léry prend soin de rédiger des notes, noyeux de sa future histoire mémorable publiée à Berne après la reddition de la place forte. Dans son 10e chapitre, point culminant du texte, l'auteur détaille les phénomènes de spéculation liés à la crise alimentaire et construit un récit scalaire pour rendre compte de la dégradation de la situation. En résultent 2 écrits à grand succès éditorial, publiés coup sur coup en 1574 pour Sancerre et 1577 pour le Brésil. Il se trouve que pour des raisons diverses, en fait, ces récits sont publiés donc à l'inverse des épisodes historiques, ce qui amène Léry à ajouter a posteriori, dans sa relation de l'expérience brésilienne, des réflexions sur le récent famélique siège de Sancerre. Alors ce coup double éditorial encourage même des lecteurs contemporains à faire des rapprochements entre ces 2 tableaux. L'auteur prend le parti d'une écriture sans effet rhétorique, une façon simple d'écrire, donnant la première place aux éléments factuels, consignés par un curieux, scrupuleux observateur. Pour évoquer la force destructrice de la faim, le rédacteur privilégie les notations concrètes, ordinaires, matérielles. Par exemple, dans l'histoire mémorable, la description des crampes ressenties aux jambes lorsqu'on les étend la nuit pour prendre du repos. Certes, il arrive que la tentation de la géographie soit la plus forte et que le réformé cède ici ou là au désir d'anoblir, d'idéaliser les persécutés, mais le projet répond à une autre priorité, rendre compte du délabrement individuel et collectif, progressif, du point de vue d'un acteur-spectateur impliqué. Sans chercher à épargner son lecteur, Léry dresse un catalogue des morts et une étrange fascination se fait jour pour la détérioration physique et morale de ses frères d'infortune. Ces récits d'une mort à petit feu suivent une progression marquée par la consommation d'aliments de moins en moins usuels, de moins en moins comestibles. Tel Sancerrois amaigri est trouvé en train de brouter de l'herbe, d'arracher des pousses sauvages dans les fossés entourant la ville, au risque de s'empoisonner avec des racines de ciguë. Rats, herbes, chardons, cuir, ordures puantes sont consommés avec avidité.
évitant à la fois la tentation de la transformation poétique à l'œuvre chez deux contemporains, Jean de La Taille et d'Aubigné, et l'écueil d'une relation glaçante car trop distante, le narrateur s'implique dans le discours, comme il l'a été dans les faits. Il ne saurait être un spectateur non concerné observant de nulle part, selon l'expression de Luc Boltanski, alors que la double descente aux enfers décrite a été personnellement vécue. La pitié du lecteur est cependant contrecarrée par la terreur qu'inspire le tableau de la dégradation spirituelle d'hommes tenaillés par la faim. Car Léry n'en dissimule rien. Quand le corps décline, la raison s'obscurcit, l'armature morale s'affaiblit, les liens sociaux se distendent. L'obsession de nourriture mine l'esprit et l'empathie diminue dans la même mesure. En mai 1558, lorsqu'enfin les côtes bretonnes sont en vue, le capitaine du navire avoue qu'il était à deux droits de basculer dans le meurtre et l'anthropophagie. Et Léry, amusé de conclure pour sa part qu'il n'aurait guère fait une victime de choix, sinon qu'on eût voulu manger de la peau et des os. De ces langueurs, je cite, éprouvantes, la nature humaine ne sort pas grandie. Le 8 juin 1573, les Sancerrois rationnés se résolvent à commettre un premier acte contraire à l'agapé, l'amour-charité centrale dans la théologie paulinienne et réformée. On en vient à expulser les bouches inutiles, les pauvres, les faibles. À la tête du conseil municipal, Léry assume la rigoureuse et peu charitable décision. À l'intérieur des murs, des regards noirs sont échangés, chacun pour soi cherche à assurer sa survie à distance de l'autre, voire à ses dépens. La demande d'aide du voisin, du proche, est accueillie avec réticence, voire avec une franche hostilité. Chacun est torturé par des désirs et des émotions contradictoires. Rien de plus paradoxal pour l'animal politique qu'est l'homme que de faire le choix d'être apolis, sans cité, tel un être dégradé. Montesquieu renchérit après Aristote, l'instinct de sociabilité est aussi puissant chez l'homme que la faim et le désir sexuel, car les hommes naissent tous liés les uns aux autres. Plus près de nous, les théories de la primatologue et anthropologue Sarah Blaffer-Herdry iraient dans le même sens pour rendre compte de ces dilemmes intérieurs. À la différence des autres grands singes, le petit humain est désireux de partager, d'échanger des faveurs et des dons et des sourires, et le fait spontanément dès un âge précoce. Dans ces conditions, l'extrême privation désunit, en même temps que la carence atteint le sujet dans son essence. Aucune des trois grandes formes d'amour élaborées dans la culture occidentale après Augustin ne peut se maintenir. Selon l'analyse de Luc Boltanski, l'éros, première forme, la pulsion du désir, se trouve privée d'une énergie désormais tout entière tournée vers la satisfaction de besoins physiologiques, vitaux, c'est bien compréhensible. La philia, le lien amical, réciproque, entre égaux, suppose une interaction apaisée, incompatible avec le repli sur soi et la priorité donnée à sa propre survie. Troisièmement, l'agapé, le lien de charité avec le prochain sous le regard de Dieu, est un amour sans calcul ni contrepartie, incapable de résister à la tyrannie de l'intérêt personnel, devenu guide unique et absolu. Car le calcul est omniprésent, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des murailles. Même les naturels les plus bienveillants, généreux et tournés vers les autres ne peuvent échapper à l'altération de caractère causée par l'âpre famine. Elle engendre une colère laquelle on peut bien nommer une espèce de rage. Ainsi, l'homme tendre et délicat, c'est-à-dire d'un naturel autrement doux et bénin et qui auparavant avait choses cruelles en horreur, en l'extrémité de la famine, deviendra néanmoins si dénaturé qu'en regardant son prochain, voir sa femme et ses enfants d'un mauvais œil, il appêtera d'en manger.
Alors s'entre-dévorer, ne serait-ce pas une menace biblique devenue réalité? Dénaturer, le mot est lâché. Aux habitants de la ville sainte coupables de corruption et d'abomination, Jérémie prophétisait la sécheresse et la pénurie, infligée à juste raison par un Dieu qui déclare « Je ferai tomber sur eux leur impiété. Si j'entre dans la ville, voilà ceux que torture la faim. » Du siège de la capitale du royaume de Juda par le roi de Babylone Nabuchodonosor en 586 avant Jésus-Christ, au siège de Sancerre sous Charles IX, il n'y a qu'un pas selon le raisonnement de Léry. Mais hélas, ce que dit le prophète Jérémie au livre de ses lamentations des habitants de Jérusalem n'a-t-il pas été vu et pratiqué à Sancerre? Cette malédiction est consignée aussi dans le dernier livre du Pentateuque, le Deutéronome. Tu serviras tes ennemis, suscités contre toi par l'Éternel, en proie à la faim, à la soif, au dénuement, à une pénurie absolue. Les privations seront telles, par suite du siège et de la détresse, qu'un tabou sera franchi. Et tu dévoreras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles. Or, durant l'inexorable siège de Sancerre, un arrêté est adopté à l'été 1573 par crainte qu'on ne se fût mangé l'un l'autre, qu'on ne se fût tué l'un l'autre pour se manger. Pur fantasme? Hélas non. Le 21 juillet, le vigneron Simon Potard, sa femme Eugène et une vieille, Philippe de la Feuille, sont arrêtés pour avoir mangé la tête, la cervelle, le foie et la fraissure d'une de leurs filles âgée d'environ 3 ans, morte toutefois de faim et de langueur. Mandé sur les lieux, le narrateur est bouleversé par ce qu'il voit et partage avec le lecteur sa fascination-répulsion. À ses yeux, ses parents indignes, voués à une mort infamante, actualisent la malédiction biblique. Car comme Dieu, proteste en sa loi qu'il réduira ceux qui n'obéiront à ses commandements en tel état que durant le siège il fera que les mères mangeront leurs enfants, les enfermés de Sancerre ont vu commettre ce crime prodigieux, barbare et inhumain, perpétré dans l'enclos de leurs murailles. Le spectre du cannibalisme réveille chez l'humaniste le souvenir d'un cas célèbre, rapporté par Flavius Joseph dans la guerre des Juifs, l'épisode troublant de l'antique mère juive dévorant son nourrisson au cours du terrible siège de Jérusalem sous le Romain Titus, 70 après Jésus-Christ. Comme si cela ne suffisait pas, voilà que les sinistres potards font des émules. Un quidam pressé de faim demande à Léry, membre du conseil de la ville, s'il peut trancher la fesse d'un homme qui avait été tué, laquelle lui semblait si belle. À ce stade, le protestant n'est pas loin de désespérer des siens. Le cannibalisme alimentaire de ses semblables paraît pire que l'anthropophagie des Tupinamba, symbole d'une vengeance extrême sans rapport avec l'instinct de conservation. Comme le dit encore Lucrèce à propos de la peste d'Athènes, l'urgence et la misère inspirèrent bien des horreurs. En l'occurrence, la structuration du chapitre 10 de l'histoire mémorable suggère, sans que cela ne soit explicité, que les potards, mus par un réflexe anti-gaspillage, comme l'individu au regard lubrique, attiré par la fesse rebondie, représentent la pointe avancée d'un art proprement humain, la recherche d'expédients en situation de pénurie. Comme l'enseigne Diotime à Socrate, Pénia, l'indigence, cherche toujours à s'unir à Poros, plein de ressources, et artisan de ruses toujours nouvelles. Ce qui nous amène à notre conclusion. Il est courant dans les textes du XVIe siècle de rejeter et d'animaliser l'autre, l'hérétique, vite confondu avec le séditieux. Marguerite de Navarre en sait quelque chose. Il est beaucoup plus rare de s'interroger sur sa propre dénaturation et de jeter un regard réflexif sur l'indignité des siens.
Or, si Léry traite volontiers ses agresseurs de bêtes sauvages, il ne minimise pas pour autant l'ensauvagement de ceux de la religion lorsqu'ils enragent de faim. Cherchant à restituer l'extrême extrémité où nous étions tombés, il peut en parler en connaissance de cause, pour l'avoir non seulement observé aux autres, mais moi-même senti durant ces 2 âpres famines. Si 4 siècles et demi après, son témoignage continue de nous toucher, c'est que nous reconnaissons dans son geste littéraire une tension entre 2 intentions. D'abord, ne rien cacher des faits, mais aussi ne pas flétrir l'image de l'homme, créé à la semblance de Dieu, racheté par le sacrifice christique, bénéficiant du don de l'amour-charité. Révélatrices de cette tension sont certaines scènes de la vie ordinaire en temps de blocus, comme celle où les Sancerrois s'avisent d'amollir dans de l'eau des feuillets de parchemin et d'imprimés pour les réduire en bouillie comestibles. J'en ai aussi vu manger où les caractères imprimés ou écrits en main apparaissaient encore, et pouvait-on lire dans les morceaux qui étaient au plat, tout prêts à manger. L'image fascinante de pages au caractère encore visible sortant d'une bouche affamée a de quoi marquer les esprits. Elle remplace dans la modernité l'ancienne allégorie ovidienne de la faim insatiable. La consommation de ces aliments inappropriés pourrait, par gradation, mener à l'ingestion d'un petit cadavre découpé en morceaux. Ce comportement rapproche en quelque sorte ces malheureux Français des sauvages américains côtoyés en 1557, capables de se délecter de mets étranges. Mais d'un autre côté, comment condamner ces ventres creux et ces esprits inventifs ? Ils imaginent de tirer parti de matières organiques, peau de mouton ou végétales, résidus textiles utilisés pour la fabrication de livres, en parchemin ou en papier, l'un des artefacts les plus élaborés de l'industrie humaine. Ces mangeurs de codex, dont le contenu intellectuel n'importe plus, font partie, selon l'auteur, des plus subtils et ingénieux. Ils représentent un seuil dans le processus de dégradation vers l'infrahumain. Manger des livres, c'est encore être humain, mais c'est se rapprocher de ce point de non-retour, de cette aporie énoncée par Montesquieu. Il n'y a donc que cette cruelle alternative, ou de mourir, ou d'être indigne de vivre. Je vous remercie.